Bienvenue sur Animaux Physio-Ostéo, le podcast dédié au bien-être animal. Animé par Anne-Claire Lévesque, ostéopathe animalier, et Laure Zwalen, physiothérapeute pour animaux, ce podcast est né de la passion de deux professionnels pour les animaux et l'innovation en santé animale. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes et des conseils précieux afin de garantir la santé et le bonheur de vos animaux. Bonjour et bienvenue sur Animaux Physio-Ostéo, le podcast du bien-être animal. Chers auditeurs, nous avons tellement apprécié enregistrer cet épisode avec Tanguy Buot qu'il s'est avéré être un peu plus long que prévu. Pour rendre l'écoute plus agréable et vous permettre de profiter pleinement de chaque moment, nous avons décidé de le diviser en deux parties. Vous pourrez dès à présent écouter la première partie et la seconde sera disponible très prochainement. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Animaux Physio-Ostéo, le podcast pour le bien-être des animaux. Aujourd'hui, nous recevons Tanguy Buot, qui est maréchal ferrant. Et il vient aujourd'hui nous présenter, nous partager sa passion pour la maréchalerie. Après avoir reçu un certificat d'aptitude professionnelle en maréchalerie, il a rejoint les Compagnons du Devoir, il nous expliquera tout à l'heure ce que c'est, parce qu'en Suisse, c'est pas très connu. Et ça lui a permis de faire le Tour de France. C'était une expérience formatrice pour lui qui a enrichi ses compétences et son savoir-faire. Et puis, aujourd'hui, il est installé en Haute-Savoie et il pratique la maréchalerie avec passion. Donc, je me réjouis de l'entendre. Alors, Tanguy, merci de nous accorder cet entretien. Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à être maréchal ? Bien sûr. Alors, moi, en gros, j'ai commencé la maréchalerie à mes 15 ans parce que j'ai toujours été passionné du travail de l'acier et alors, pas forcément des chevaux au début, c'était plus des animaux. Mais je voulais un métier qui fasse les deux, en gros. Et dans mon choix, il n'y en avait pas 36. J'ai essayé justement la maréchalerie et j'ai adoré tout de suite. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je parte pour ça. J'ai fait du coup 3 ans de CAP, Saligny-sur-Oudon. Et donc, du coup, après, j'ai eu mon CAP. Et après, il y avait 2 choix qui s'offraient à moi. Donc, en gros, soit je partais en BTM, donc brevet technique des métiers. Donc là, il y a plusieurs écoles qui en dispensent dans la France, qui c'est sur 2 ans. Ou alors, justement, j'avais aussi l'opportunité d'aller chez les Compagnons du Devoir. Et du coup, là, ils m'offraient un peu plus de choses. Et puis surtout, c'est pas c'est pas une formation classique. C'est un peu une école de la vie parce que, en gros, il y a je sais pas si tu voudras juste détailler là-dessus, mais en gros, on nous apprend plus que simplement notre métier. C'est de la vie en commun, la vie en communauté, le voyage, le partage. C'est des valeurs en fait qu'on a besoin un peu tous les jours et qui forgent un petit peu les gens, tout simplement. Et du coup, c'est plus formateur. Moi, je voyais plus ma vision de la maréchalerie et ma vision de la vie chez les Compagnons que plutôt dans une école classique où j'ai jamais vraiment été très scolaire. Voilà. Ouais, et en fait, du coup, ces Compagnons du Devoir, ça te permet de faire le Tour de France. Comment ça se passe ? Tu vas de maréchal en maréchal, tu as des écoles En fait, en gros, comme je te disais, c'est pas une école, en fait, à proprement dit. Tu es salarié. Mm-hmm. Donc, effectivement, sur le Tour de France, en fait, tu as plusieurs possibilités. Il y a, on va dire, un panel d'embauche selon les métiers. Donc, chez les Compagnons, il y a 30 métiers différents. Et donc, en maréchalerie, donc on est très peu sur le tour, malheureusement, mais on a quand même quelques embauches qui sont assez sympathiques. Et du coup, on essaye de faire tourner les embauches parce qu'il y a des patrons, du coup, qui acceptent de prendre des jeunes compagnons. Et c'est pas souvent parce que c'est un peu compliqué, on va dire, parce que, du coup, chez les Compagnons, c'est toujours 1 an par patron. Donc, du coup, quand on est patron, de prendre un ouvrier que sur 1 an et se dire, dans 1 an, il part, c'est tout de suite un peu plus compliqué pour la clientèle. Donc, du coup, on n'a pas énormément d'embauches. Et du coup, quand on a la possibilité d'avoir une embauche, on essaie de la garder. C'est pour ça. Il y en a... L'appel, du coup. Appel à l'embauche. Qui sont des Compagnons du Devoir. L'avantage, c'est que ça te permet de voir un peu les techniques de tout le monde. Plein de techniques différentes, plein de chevaux différents, plein de disciplines différentes. C'est ça qui est vraiment très formateur. Déjà, on a des
du coup ce qu'on appelle les anciens compagnons, donc des anciens maréchaux qui ont fini le tour, qui justement du coup s'occupent aussi de la formation des jeunes, de retransmettre l'expérience qu'ils ont eue sur le tour aux jeunes justement. Et c'est ça aussi qui est le plus formateur, c'est en fait d'avoir l'expérience de personnes passionnées par leur métier qui du coup on prenne le temps de nous former, de nous aider à n'importe quel moment, de chercher plusieurs chemins. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas une méthode d'apprentissage, parce qu'il y en a qui peuvent lire un texte, ils arrivent tout de suite à se souvenir du texte, et certains, il faut le toucher, il faut le vivre. Et du coup, chez les compagnons, c'est ça. C'est vraiment, on nous apprend en gros à notre métier au fur et à mesure, en touchant. Enfin, moi, j'ai toujours été, il fallait que je touche la matière pour pouvoir comprendre. Ouais, c'est ça. Et t'es obligé en tant que maréchal, de travailler avec les mains. Ça c'est sûr. Okay. Donc, est-ce que tu as des valeurs vraiment que tu as retenues de ce Tour de France ? Oui, beaucoup de valeurs. Et puis, c'est ce qui m'a vraiment forgé et qui m'a... grâce à ça, je suis devenu la personne que je suis. En gros, il y a des valeurs qu'on nous apprend chez les compagnons, c'est fidélité, honnêteté, fraternité, courage, générosité, discipline et patience. Ça t'a été un petit peu trop vite. Et en gros, toutes ces valeurs-là, c'est des valeurs classiques qu'on a normalement chez toutes les personnes, mais c'est justement ces valeurs-là qui sont à travailler. En gros, chez les compagnons, on dit une valeur acquise ou une valeur à travailler. Et en gros, généralement, chaque personne a un peu sa valeur à travailler ou justement a ses qualités et ses défauts, comme tout le monde. Et du coup, une fois que les anciens compagnons ont cerné justement la personne, ils arrivent aussi à t'expliquer que voilà, il faudrait que tu travailles un peu plus sur ça ou ta patience ou voilà. Et en gros, ça permet justement de se dire ok, là tous les compagnons, tous les anciens me disent que je suis pas assez patient, je devrais faire un peu plus attention. Et en fait, au fur et à mesure, le patron est au courant, donc il prend en compte aussi ça, et du coup il me fait travailler par rapport à ça. C'est vraiment une école pour pouvoir s'améliorer personnellement et professionnellement. Et puis du coup, tu as fait plusieurs patrons alors. Oui. Moi j'ai fait 4 patrons différents. Du coup j'ai fait 1 an à Saumur. Alors là j'étais chez un patron, donc un maréchal qui était aux alentours de Saumur, et on allait travailler aussi un petit peu justement avec des chevaux de l'ENE, du cadre noir. Donc là c'était très intéressant parce que du coup on bossait avec des chevaux qui étaient de haut niveau, de dressage de haut niveau quand même. On était sur une qualité de ferrure et c'était quand même très intéressant. Alors du coup, moi, c'était ma première année des compagnons, et du coup, au niveau formation, je sortais de CAP. On va dire, j'avais une formation un peu légère. Là, faut bûcher, donc là, faut mettre un peu la tête dedans et bien écouter le patron. Et du coup, c'était très très intéressant. C'est là où j'ai justement vu le chevaux de dressage, chevaux de CSO. Je faisais aussi des chevaux de chasse à courre. Et après, un peu de tout venant, on va dire, des poneys, des ânes, voilà. Des chevaux de complet aussi, le cadre nord. Ouais, chevaux de complet. En fait, il y avait un peu de tout, parce que lui, on en faisait que certains, parce que en fait, le NE, ils ont leurs maréchaux. C'est militaire, et du coup, ils ont les maréchaux militaires qui sont embauchés par le NE. Et en gros, de temps en temps, maintenant, ils le font plus trop, parce qu'il y a eu quelques problèmes avec des maréchaux externes, mais avant, ils prenaient justement des maréchaux externes, pour justement faire un peu des échanges avec des professionnels pour justement améliorer le niveau, et c'était intéressant. Maintenant un peu moins parce que ils préfèrent rester avec leur maréchal qui est formé. Ok. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier de maréchal ferrant, parce que tous nos auditeurs n'ont pas de chevaux et ils ne sont pas forcément du milieu du cheval, et puis un peu les principales responsabilités que tu as du coup au quotidien avec les chevaux. Ouais, bien sûr. Alors, le métier de maréchal ferrant, c'est analyser les aplombs du cheval, s'occuper de la locomotion du cheval. Et donc après, souvent on dit maréchal ferrant pose des fers, sauf que non. Le maréchal ferrant s'occupe de la locomotion générale du cheval, donc que ce soit un cheval pieds nus ou un cheval ferré. Donc professionnel du pied, on a fait des formations pour ça. Donc moi, la base de mon métier, c'est du coup analyser les aplombs, pouvoir faire des corrections sur l'aplomb du cheval, donc soit pour des poulains de 0 à 6 mois à peu près, pour des grosses corrections, et après, on va dire, c'est éviter que ça s'aggrave plutôt, parce qu'à partir du moment où les cartilages de croissance se sont ossifiés, on peut plus faire grand-chose, voilà. Donc du coup, c'est plus éviter que l'aplomb s'aggrave et que le cheval soit confortable, qu'il puisse faire du coup son activité correctement, que la ferrure
soit s'il est ferré, soit adapté. Voilà, avec du coup l'avantage c'est que maintenant on a un panel d'options possibles, que ce soit au niveau des fers, que ce soit la matière, aluminium, acier, plastique, avec des plaques, du silicone. Enfin voilà, vraiment on a tout un panel, un grand panel pour pouvoir justement bien définir quelle est l'activité du cheval, définir le terrain sur lequel il travaille, pour vraiment trouver la ferrure adaptée au cheval, au propriétaire aussi, parce qu'il y a aussi le côté budgétaire, forcément, et voilà, le plus adapté pour le cheval. Ouais, et du coup, quelles sont vraiment tes responsabilités principales? C'est qu'il soit pas boiteux? Alors, oui, effectivement. Une boiterie. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est très important, et ça, on va dire, ça se perd un petit peu malheureusement chez les maréchaux, mais c'est très important de faire marcher le cheval avant, parce que avec la propriétaire, parce que justement, si le cheval boite avant, c'est très important, parce que si effectivement la propriétaire, alors est là ou est pas là, mais voilà, mais quand elle est là, c'est bien de le faire marcher avant, justement pour qu'on puisse voir et se mettre d'accord en gros sur le cheval, comment il est avant le ferrage. Parce que si un cheval qui est boiteux avant le ferrage, on le ferre, il est toujours boiteux après le ferrage, et que la propriétaire était pas au courant, et ben on se retrouve avec un cheval boiteux après notre ferrage qui est pas forcément de notre faute. Et du coup, voilà, ça c'est important, et il faut savoir qu'à partir du moment où le cheval est à l'attache dans la zone de ferrage, c'est le maréchal le responsable. Donc quoi qu'il arrive, s'il arrive un problème, malheureusement, ça fait partie du rôle du maréchal, c'est de s'occuper du cheval et de comprendre le cheval pour justement qu'il n'y ait pas de problème. Ok. Est-ce que tu filmes les chevaux quand tu les fais marcher? Alors non, généralement, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais ça m'arrive des fois, on va dire, dans certains cas où j'ai vraiment... ça fait plusieurs ferrures où j'ai un problème de boiterie, que j'ai un problème de gêne, une irrégularité, pardon. Et du coup, là, je me pose vraiment la question. Et des fois, à l'œil nu, en fait, on a une vision, mais on n'a pas forcément toute la vision. Et c'est intéressant, justement, de filmer pour se dire, OK, là, je l'ai vu comme ça, je regarde la vidéo, et en fait, on voit un petit détail. Et l'avantage aussi sur les vidéos, c'est qu'on peut mettre en slow motion. Et du coup, en slow motion, là, on arrive vraiment à découper la foulée du cheval et de comprendre est-ce que c'est à l'amorti, est-ce que c'est plutôt au lever du pied, est-ce que voilà. En fait, où est vraiment s'il y a une boiterie, s'il y a une gêne, que ce soit partie haute ou partie basse. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, là, tu es venu un peu justement dans ton approche, est-ce que tu peux nous expliquer ou approfondir en fait ce qui te distingue justement dans ton approche, dans ta pratique? Alors moi, ce qui me distingue, c'est ce que les clients me disent en tout cas, c'est que j'essaie toujours de rester ultra calme, parce qu'avec les chevaux, faut savoir que, je pense les propriétaires de chevaux le savent, mais les chevaux sont des proies. Anatomiquement, ils sont faits c'est des animaux qui sont faits pour courir, pour fuir. Et du coup, forcément, l'approche doit être douce, parce que avec une approche agressive ou même juste énergique, des fois, suivant le cheval, il y en a qui sont très calmes, très posés, ils ne bougeront pas, mais suivant le cheval, ça peut être perçu un peu différemment, quoi. Même des fois, juste une caresse un peu vive, peut surprendre le cheval. Et là, du coup, on passe dans un step où le cheval se met à l'affût, et quoi qu'il arrive, si on n'y va pas doucement, du coup, il va se tendre, il va bouger, il va justement essayer de s'extirper, parce que pour lui, c'est une agression. Donc, si on y va tranquillement, on se présente à lui, on se fait sentir, on lui montre qu'on ne veut pas faire de mal, qu'on n'est pas agressif, tout de suite, ça se passe beaucoup mieux. Donc ça, j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit justement que ça se passait très bien avec leurs chevaux, parce que justement, j'étais assez doux. Voilà. Après, au niveau technique, je pense pas être plus formé. Alors, ça dépend. J'ai quand même des années de formation grâce aux compagnons, et j'ai vu un panel de techniques différentes. Donc, ça peut m'offrir effectivement un plus, quoi. Parce que forcément, quand on a fait qu'un seul patron, on n'a qu'une technique. Enfin, techniquement, on a la technique du patron. Alors, on a la technique, on va dire, de base. Et après, après, si on s'informe, forcément, si on se forme, on a d'autres techniques qui arrivent. L'avantage avec les compagnons, c'est que du coup, on en a plusieurs. Donc, on a un panel de choix, qu'on a un problème, ou qu'on a une boiterie, ou qu'on a un problème, et on peut tester plusieurs choses. Donc voilà, ça, et voilà, je pense que c'est un peu... Les sabots sont tous différents. Oui, chaque cheval est différent, que ça soit au niveau des pieds ou que ça soit au niveau du comportement, chaque cheval est différent. Des implants et tout ça, tout est différent. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous... Alors, normalement, un cheval, ça se voit en moyenne toutes les 6 à 8 semaines. Ouais. Ça varie en fonction d'une saison. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a des moments où
par exemple, on va avoir un cheval un peu boiteux, un peu irrégulier. Parfois, on va devoir appeler le vétérinaire, parfois, on va devoir appeler l'ostéo et parfois, on va devoir appeler le maréchal pour un MC ou ce genre de choses. Est-ce que tu aurais des points clés à donner aux propriétaires pour savoir quand est-ce qu'ils doivent t'appeler directement en cas d'irrégularité ou de boiterie? Alors, c'est ça aussi qui est un petit peu compliqué, c'est que d'arriver à définir si c'est une boiterie haute ou une boiterie basse. Moi, il y a un truc qui est assez simple et que généralement on peut faire assez rapidement. Donc, sur un cheval ferré ou déferré, par exemple, quand on voit que le cheval est un peu irrégulier, déjà tester plusieurs terrains. Si par exemple on a un cheval qui boite sur un terrain souple et qui boite aussi sur un terrain dur, eh ben, on peut déjà définir que c'est pas forcément dû à la sole, donc à une sensibilité du pied. Donc là, on peut plus facilement, on va dire, éloigner. Alors, c'est pas forcément retirer totalement cette possibilité, mais aussi éloigner ça. Parce qu'un abcès, il boiterait sur les deux. Alors, un abcès, par exemple, effectivement, il pourrait boiter sur les deux. Mais un abcès, ça dépend aussi si c'est un abcès qui vient d'arriver ou si c'est un abcès qui est déjà mûr. Parce qu'un abcès qui est déjà mûr, il boitera de toute façon. Et suivant aussi, c'est ça qui est compliqué, c'est que suivant les chevaux, il y en a qui sont durs à la douleur. C'est-à-dire que j'ai vu des chevaux avec des abcès monstrueux qui boitaient pas. Et pourtant, et là, on regarde le pied, on met un coup de rainette, là, et ça explose. Et tu fais, wow, d'accord, ok, le truc il est énorme. Et en fait, le cheval, il disait rien, il avait une petite gêne. Il y a une petite réaction sur 3 pattes. Et voilà, c'est ça. Il y en a certains, des fois, il y a un caillou qui tape dans la sole et le cheval, il marche plus, quoi. Donc, il faut arriver aussi à définir ça. Mais pour moi, il y a un test du coup qui est simple. C'est effectivement les différents sols. Donc, sol dur, sol mou. Un cheval qui est déferré, donc pieds nus, sur les sols caillouteux, sera jamais à l'aise. C'est comme ça. Alors, à part si effectivement il a une sole en béton et qu'il a un bon centimètre et demi de pied, il sera rarement à l'aise. Voilà. Donc, on va dire, faut éviter les sols caillouteux. De toute façon, il sera jamais très bien. Donc, sol mou et sol dur. Et après, faut lever le pied, bien curer le pied, enlever s'il y a des cailloux, s'il y a des petits bouts de bois, des choses comme ça. Et après, rien qu'à la pression du doigt, regardez s'il y a une gêne en sol. Donc, appuyer sur la sole bien. Donc on peut appuyer doucement. Si la sole ne bouge pas du tout, on peut appuyer un peu plus fort. Et si on voit une sole qui rompt à la pression du doigt, ça veut dire que le cheval a une sole qui est relativement fine et qui, du coup, on peut avoir une sensibilité. Donc, si on a un cheval qui est boiteux tout le temps sur des sols durs et pas sur des sols mous, on peut par exemple dire que ça serait plutôt à cause de la sole. Ouais. Ça dépend s'il est déferré ou ferré. Un cheval qui est ferré, généralement, il ne boitera pas sur un sol dur, s'il a une sole fine. Faut, en fait, pour arriver à définir si on doit appeler le maréchal, si on doit appeler le vétérinaire ou l'ostéopathe, déjà, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait de le faire voir par plusieurs personnes, que ce soit des professionnels ou pas. Déjà, d'avoir plusieurs avis, de faire marcher le cheval, pas trop galop, mais voilà. Mais déjà pas trop, et de voir si effectivement on voit tous la même chose, si on a un pied chaud, si on a une gêne, on peut faire des petits tests de flexion rapide, essayer de tirer le membre vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, voir s'il y a une gêne. Si le cheval, à peine, on va dire, on le met en flexion et il retire directement le pied, déjà on va dire quelque chose d'un peu plus, on arrive à localiser un petit peu plus la gêne, c'est-à-dire que ça serait plutôt au niveau de l'épaule. Si on a plutôt une extension, et ça pourrait être un peu plus boulé. En fait, ça peut être plein de choses, mais déjà, il faut voir au niveau des chaleurs, au niveau de la sensibilité des pieds. Si ça ne vient pas des pieds, généralement, il ne faut pas appeler le maréchal. Oui. Voilà. Si on a une gêne au niveau des pieds, c'est plutôt le maréchal. Si pas de pied chaud, pas de pouls autour du pied, ouais. On appelle le pouls digité. Si pas de douleur quand on vient stimuler au niveau de la sole, à ce moment-là, généralement, c'est pas le maréchal. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est la sole pour les non-cavaliers ? Alors, effectivement. Alors, en gros, quand on lève le pied, donc on a la fourchette, le petit triangle. Après, donc autour, ce qui est plat, généralement, c'est la sole. Et après, on a la paroi. Et donc, entre la sole et la paroi, on a ce qu'on appelle la ligne blanche qui vient lier les deux. Voilà. Donc, c'est délicat. Voilà. Encore une autre question, c'était, tu as parlé de boiterie haute et de boiterie basse. Est-ce que tu peux juste expliquer ces deux termes ? Bien sûr. Alors, boiterie haute, ça serait plutôt, en gros, à partir de... Après, ça dépend aussi, on va dire, des professionnels, parce qu'il y en a qui partent de la boiterie haute à partir du genou. Moi, c'est plutôt à partir du coude.
Voilà. Coude, épaule. Après, ça peut être garrot, un blocage, mais là, du coup, ça serait plus dans l'ostéopathie. Mais c'est intéressant, on va dire, pour moi, un bon professionnel peut repérer justement si c'est une boiterie haute, une boiterie basse, et savoir déléguer le travail. C'est-à-dire qu'une boiterie haute, moi, je pourrais rarement faire quelque chose tout seul. Avec un ostéopathe, on peut faire des choses. Tout seul, c'est compliqué, quoi. Je peux pas manipuler un cheval. Donc, boiterie haute, voilà, pour moi, à partir du coude. Donc, si on a des chaleurs. Et après, arriver à définir, il y a un truc qui est simple, hein, c'est juste passer les doigts au niveau de la colonne. Si on a des tensions musculaires, ça se sent. Si on a un cheval qui veut vraiment tout de suite s'éviter, ça veut dire qu'il y a une douleur ou il y a une gêne. Donc voilà, tout de suite, on arrivera à définir si c'est une gêne haute, pas forcément une boiterie, mais une gêne. Et là, dans ce cas-là, il faudrait plutôt appeler l'ostéopathe. Voilà, et boiterie basse, ça, pour moi, c'est à partir du coup du genou, boulet. Après, ça peut être tendineux, ça peut être articulaire. Généralement, du coup, boiterie basse, c'est pas musculaire, puisqu'il n'y a pas un muscle dans le manche. Et Après, ce qui est pas mal, je sais pas si tu connais cette technique, mais pour différencier la boiterie haute du coup de la boiterie basse, c'est de déjà en ligne droite analyser le membre boiteux. Et admettons par exemple le cheval boite de l'antérieur gauche. Si on le met sur un cercle à main gauche et qu'il va plus boiter à ce moment-là que sur un cercle à main droite, c'est ce qu'on appellerait une boiterie basse. Et inversement, si s'il boite plus du coup à la main opposée de la boiterie, ce sera une boiterie haute, sauf le suspension de boulet qui fait un peu l'équilibre. Qui est présent dans les deux cas. Mais voilà, c'est un petit moyen un peu... Ok, je retiens, ouais. Et justement, pour les propriétaires, quels sont les signes, en fait, qui montrent qu'un cheval il a besoin d'un parage ou bien d'un ferrage? Alors déjà, on ferre un cheval, commencer par là, parce que généralement il travaille. Alors les cas est vraiment de base, généralement on ferre un cheval parce qu'il a besoin d'une protection. Le ferrage, c'est une protection du pied. Le cheval fait une compétition, le cheval fait de la randonnée dans les cailloux. Voilà. Il fait un sport, il fait une discipline, et dans ce cas-là, il n'a pas forcément besoin d'être ferré, mais s'il a besoin d'une protection parce que justement on a une usure excessive du pied, là généralement il faut un ferrage. On peut avoir des chevaux qui travaillent dans le sable, qui sont parés et qui n'ont aucun souci. De plus en plus, on compétition. Ouais, oui, de plus en plus, ouais. Mais parce que justement, déjà, ça on y reviendra, mais dans les chevaux de compétition, il y a toute une équipe, il y a un staff qui s'occupe du cheval, il y a justement le groom, le cavalier, le maréchal, le vétérinaire, l'ostéopathe. Voilà, il y a tous des professionnels qui s'occupent de ça pour justement savoir si le cheval peut se permettre de faire ça. C'est pour ça que tous les chevaux, pour moi, ne peuvent pas être déferrés, et ça dépend déjà du terrain sur lequel il évolue, et forcément de son parc. S'il a un parc en cailloux, il va pas être bien H24. Si c'est un parc en herbe, il n'y aura pas de souci. Voilà. Et du coup, pour revenir à la question, si on peut... comment est-ce qu'on peut définir si effectivement il a besoin d'un parage ou d'un ferrage? Généralement, le parage, déjà, c'est par rapport à la longueur du pied. Donc quand on a un pied qui commence à éclater sur les bords, quand on a un pied donc on a le bord solaire, donc c'est vraiment le bord de la paroi. Généralement, on a des petits éclats qui sautent, qui remontent. Ça peut être signe justement. Alors, il y a aussi un entretien qui est malheureusement pas, pour moi, pas assez fait par les cavaliers, mais qui commence à être un peu mieux. C'est justement des fois d'avoir toujours une petite râpe dans sa boîte de pansage et des petits éclats, mettre un petit coup, histoire d'arrondir et pour éviter justement entre les parages, pour éviter que la corne éclate trop et emmène justement des morceaux trop loin. Voilà. Donc ça, c'est... C'est pour les non-ferrés. Ça, c'est pour les non-ferrés. Effectivement, avec le fer, c'est plus compliqué. Et du coup, donc les petits éclats, effectivement, la hauteur, ce qu'on appelle l'avalure, c'est donc la pousse du pied. Donc, généralement, un cheval... alors après, c'est pas juste, c'est ça, c'est le problème, c'est que c'est pas juste forcément pour tous les chevaux. Un cheval qui travaille pas, qui est juste au parc, on va dire un retraité, qui fait vraiment aucune activité, une balade comme ça, sans plus... à partir de 1,5 cm, 2 cm, faut prévoir un parage. Parce que justement, c'est à ce niveau-là où en fait, après ça devient un petit peu technique, mais en gros, le pied, c'est un tronc de cône incliné vers l'avant. Et du coup, quand il pousse forcément vers l'avant. C'est jamais droit, c'est pas une boîte toute droite. Et du coup, plus forcément, si on connaît un petit peu l'anatomie, c'est en gros le principe des bras de levier. Quand on a une pression qui tombe, un poids qui tombe toujours droit, et du coup, on a un bras de levier donc au niveau du boulet
qui fait qu'on a une pression qui est très importante au niveau talon et en pince. Et donc on a 4 points, en gros 4 points de pression qui sont vraiment très importants, c'est les mamelles et les talons. Et en gros, plus on a de pouces de pied, plus on va avoir un bras de levier qui est important. Parce que vu que le pied pousse toujours en avant, on a généralement des talons qui s'usent plus que la pince, généralement. C'est pour ça qu'on coupe généralement au niveau du parage moins de talons que de pince, pour équilibrer l'angle. Et du coup, si on a donc beaucoup trop de longueur de pied, et ben c'est un peu comme nous, comme si on marchait avec des palmes. Au bout d'un moment, on va avoir du mal à avancer, engager, on va trébucher. Et en fait, c'est comme ça pour les chevaux. Si ils ont 1,5 cm, ça va, on va dire, si c'est un cheval qui travaille dans les cailloux, du coup, on va avoir plus d'usure, donc 1,5 cm, ça peut le faire. Et du coup, il va s'user, se parer généralement. Tout seul, faut être... on va dire, comment dire, je trouve pas mes mots là-dessus, mais faut quand même faire venir le maréchal pour faire un parage, même s'il a pas énormément de pieds. Le parage, c'est pas couper du pied, c'est rectifier l'aplomb. C'est pour justement un cheval qui est tout droit et qui évolue sur les cailloux, il aura besoin d'un parage tous les 6 mois et ça fera. Par contre, un cheval qui est tordu, qui est très cagneux, très panard, qui a une déviation, une grosse déviation et du coup des pressions qui sont pas équilibrées dans son pied, s'il travaille sur un terrain qui est dur, et du coup, il aura une usure excessive en externe ou en interne. Un interne, à l'inverse, qui va pousser plus ou un externe qui va pousser plus. Et du coup, en fait, une déviation qui va s'accentuer de plus en plus au fur et à mesure du temps. Donc, en fait, généralement, j'entends beaucoup de propriétaires qui me disent « Oui, mais là, il n'a pas beaucoup de pieds. » Je dis « Oui, mais je corrige pas la longueur du pied, je corrige l'aplomb du cheval. » Parce qu'un cheval qui va être paré une fois tous les 6 mois, déjà, on va corriger, il y aura du pied effectivement, mais la correction va être très brusque. Et c'est un peu comme nous, si on marchait pendant 6 mois que sur l'interne et que d'un coup on se remettait droit, les articulations ça tire, quoi. Ça tire, musculairement ça tire. C'est un cheval qui fait rien et que les propriétaires sont prêts des fois à se dire, bon, il est dans le parc, il fait pas grand chose, ils peuvent se permettre de le faire comme ça. Un cheval qui est en compétition, un cheval qui est où la propriétaire veut quand même que son cheval soit bien, un parage tous les 2 mois, c'est bien. Voilà. Et généralement, c'est 1 cm de pouce par mois, à peu près. Et là, c'est une petite question personnelle. Est-ce que tu travailles en symétrie? Est-ce que tu essayes de remettre la symétrie dans les pattes? Ou est-ce que tu... Comment... morphologie du cheval. Alors, déjà, ça dépend des chevaux. On va dire, il y a un truc qui est très important en maréchalerie, c'est la hauteur de talon. C'est-à-dire que si on a des pieds inégaux, par exemple un pied, ce qu'on appelle, le nouveau mot, c'est high-low, donc un pied qui est très haut, un pied qui est très bas, et en fait, il faut arriver justement à déjà comprendre pourquoi. Déjà, là, en fait, quand on voit un cheval, c'est une conséquence de quelque chose. Il faut déjà trouver la cause. Si c'est parce qu'il a une tendinite sur un autre pied et que c'est une compensation et du coup, on a plus de poids sur un membre que l'autre, forcément, on a beau rectifier et couper du talon d'un côté, et si on rectifie pas la cause, il aura toujours ce halo. Donc d'abord, comprendre la cause, gérer la conséquence. Et du coup, oui, j'essaye de travailler en symétrique. Parce que justement, un cheval, alors après ça dépend aussi, un jeune cheval, on aura plus facilement des corrections qu'on peut faire pour justement qu'il soit bien, pour le mettre symétrique. Un cheval de 18-20 ans, la symétrie, c'est compliqué. On va travailler dessus. Voilà, c'est forcément, il y a une usure du corps, donc que ce soit de l'arthrose ou que ce soit même une usure articulaire, tendineuse ou quoi que ce soit, forcément, on a moins de marge de manœuvre. Ouais. Et alors, du coup, donc là, on avait des pieds nus, on voit les éclats, on voit 1,5 cm au plus. Et au niveau des ferrages, comment ça se passe? Qu'est-ce qui te dit, maintenant, il faut que je refaire? Alors, effectivement, au niveau des ferrages, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que déjà, on voit moins la valure, donc la pousse du pied, on la voit un peu moins si on fait pas attention, surtout qu'avec le ferrage, en fait, du coup, ça offre une protection au pied, donc on a moins d'usure de la corne, donc une pousse qui est plus importante que sur un pied nu. Après, on a une sole, ça dépend des chevaux, s'ils travaillent pareil dans les cailloux ou dans le sol meuble. On a une usure qui est plus ou moins conséquente de la sole. Donc du coup, généralement, vu que la sole pousse à peu près à la même hauteur que la paroi, des fois, on peut se retrouver avec un pied qui est très long, mais en fait, beaucoup de sole. Et en fait, quand on gratouille avec le cure-pied, on se retrouve qu'il y a des morceaux de sole qui s'enlèvent. Et donc ça, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Mais en fait, du coup, les morceaux de sol font que ça s'enlève et en fait, on se retrouve avec 3 cm de pied parce qu'on n'a pas fait forcément attention. C'est pour ça que les intervalles de ferrure sont faits généralement entre 6 et 8 semaines. C'est parce qu'entre 6 et 8 semaines, c'est à peu près la pousse
on va dire sur tous les chevaux. Alors, un cheval qui pousse rapidement, parce que ça dépend aussi des métabolismes, un cheval qui pousse rapidement, et bah du coup, c'est mieux de le faire, on va dire plutôt à 6 semaines. Par contre, un cheval qui a une pousse un peu lente, ou justement qui commence à être un peu âgé, et bah du coup, on va avoir une pousse qui est un peu plus lente, donc du coup, on peut plus facilement pousser à 8 semaines. En fait, ce qui est important, c'est juste la longueur du pied. Plus il y a de longueur du pied, plus il y a de bras de levier. Donc plus les tendons, les articulations vont forcer. Donc on va se retrouver plus facilement avec de l'arthrose, des problèmes. C'est très bien que tu parles de ça. Et du coup, les 6 à 8 semaines, en fait, c'est toi qui conseilles aux propriétaires quand tu vois la longueur du pied. Ouais, c'est ça exactement. Moi, généralement, quand j'ai un nouveau cheval qui arrive, je leur dis, voilà, votre cheval, on le met à 6 semaines et on le voit. En fait, à 6 semaines, une fois, on regarde. Moi, je vois si effectivement j'ai un pied, j'ai 2 cm de pied à 6 semaines. Je dis, mais faut le laisser à 6 semaines. Par contre, si à 6 semaines, j'ai rien, je lui dis, ok, on peut pousser. Si vraiment, genre 1 cm, je lui dis, on peut pousser d'une semaine de plus. Ou si j'ai vraiment rien, 2 semaines. Et en fait, ça dépend, je fais au cas par cas, quoi. C'est vraiment. Les saisons, même. Ah oui, selon les saisons aussi, ça pousse plus l'été. Printemps-été. C'est le plus riche. En fait, c'est les pieds poussent en même temps que l'herbe. Voilà. Donc, c'est quand l'herbe pousse vite, les pieds poussent vite. Facile à retenir. Voilà, ça c'est facile à retenir. Et du coup, comment... tu as déjà un peu répondu, mais comment tu vas évaluer les besoins de chaque cheval? Alors, du coup, par rapport déjà, j'échange beaucoup avec le propriétaire avant. J'essaye justement de comprendre déjà toutes les informations du cheval, l'âge du cheval, s'il a déjà eu des antécédents, donc des problèmes... quoi que ce soit, une vieille tendinite qui s'est mal réparée, je vais faire un peu plus attention. Je vais le ferrer classiquement. Mais si par exemple la propriétaire, 6 semaines après, me dit « Ah là, après le ferrage, au bout de 4 semaines, je ne sentais pas trop à l'aise », je me dis « Ok, donc c'est peut-être qu'effectivement la tendinite, c'est mal, il y a une cicatrice sur le tendon, de toute façon il y aura une cicatrice, mais qu'elle ne s'est pas forcément bien remise. » Je dis « Ok, je vais peut-être faire une ferrure avec un meilleur amorti ou un peu plus de support en partie postérieure du pied. » En fait, ça dépend aussi du tendon qui est touché, ça dépend. Mais voilà, je vais évaluer, déjà bien définir sur quel cheval je travaille pour justement arriver à trouver la ferrure la plus adaptée. Et du coup, après, poser des questions, donc que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit des antécédents, que ce soit la discipline, si c'est un cheval qui est au parc, si c'est un cheval qui est au box, paddock, si c'est un cheval qui fait une sortie par semaine, qui sort tous les jours. Voilà, et à bien définir sur quel profil on est, et après on peut définir la ferrure la plus adaptée. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que tout le monde n'a pas le fer qu'on voit partout. Oui. D'autres possibilités. Ah oui, on a plein de possibilités, justement, comme je te disais au début, on a plein de matières différentes. Maintenant, du coup, on a l'acier, on a l'aluminium, on a le plastique, maintenant, qui est justement arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, pour moi aussi, très prometteur. Il y a beaucoup de maréchaux qui sont un peu réticents au plastique, mais je trouve que moi, c'est très intéressant. En fait, ça remplace pas le fer. C'est une possibilité en plus. Ça offre, c'est-à-dire pour certains chevaux qui, par exemple, le plastique est très bien pour les résonances. C'est un peu que voilà, ça réduit l'impact au sol. On a beaucoup moins de résonance, on a plus de support. Généralement les fers plastiques sont un peu plus couverts, donc on a une meilleure protection. Pour un cheval qui est arthrosé, qui a des problèmes tendineux, c'est très sympa. Ou alors même un cheval qui bosse que sur des sols durs. Et pour la préparation au pied nu. Voilà, aussi, ouais, ça peut être une bonne transition. Alors moi, généralement, j'ai d'autres choses, d'autres méthodes pour justement la transition pieds nus. J'utilise plutôt des bandes résine. Ça, parce que on se retrouve déjà avec une meilleure mobilité du pied. On a vraiment le cheval, donc on a moins d'épaisseur, donc on a plus de contact avec le sol. Et on habitue plus facilement le pied du coup à retrouver un peu la sensibilité. Parce que avec le ferrage, forcément, on n'a pas du tout la même sensibilité. On se retrouve effectivement avec un fer qui... donc on tire un peu des fois sur des maréchaux justement en disant que le fer, c'est mauvais pour les pieds. Et ça a des bons et des mauvais côtés, c'est vrai. Parce que justement, le fer bloque quand même une partie du pied parce que le fer ne bouge pas. Le pied bouge, mais le fer ne bouge pas. Donc ça, c'est sûr. Ça a été avéré. Donc on va dire, pourquoi est-ce qu'on fait le cheval? Parce qu'on a une obligation de lui fournir une protection. Que ça soit une protection en acier, que ce soit une protection en aluminium ou une protection en plastique, c'est une protection. Même des boots, c'est voilà. Un cheval qui fait une balade comme ça de temps en temps, une balade par mois, on le met pieds nus, on lui met une paire de boots, c'est très bien. Il n'y a pas forcément besoin d'un ferrage. Surtout qu'effectivement, on va dire l'inconvénient du ferrage, c'est que du coup, on a des clous. Donc, les clous font qu'on se retrouve avec des trous dans la paroi qui viennent effectivement déforcer sur général. Alors, ça dépend de la hauteur des clous, mais sur généralement 1 cm, 1 cm et demi.
on se retrouve avec justement une paroi qui est forcément trouée. Donc trouée veut dire que elle est un petit peu fragilisée. C'est pour ça que généralement un cheval qui a été ferré longtemps, quand on le déferre, on se retrouve avec des pieds qui éclatent dans tous les sens. Donc c'est bien aussi de justement déjà de préparer quand on fait une transition pieds nus, de bien discuter avec le propriétaire pour justement bien lui expliquer comment est-ce que ça va fonctionner. Parce que c'est pratiquement tous les jours les mêmes cas. Un cheval qui a été ferré, qui est déferré, va être ultra sensible. C'est comme si nous, on nous enlevait nos chaussures de... Ouais, c'est ça. C'est comme si tu marchais 10 ans avec tes chaussures et que d'un coup, on te dit, vas-y, va marcher dans les cailloux. Ton pied va, du coup, toute la corne de ton pied sera partie, puisque, en fait, quand une partie anatomique ne fonctionne plus, n'est plus stimulée, elle s'enlève, le corps l'enlève. Donc, du coup, c'est pareil pour les chevaux, c'est pareil pour tous les êtres vivants. Donc, forcément, quand on se retrouve avec un cheval qui a été ferré 10 ans, 15 ans, toute sa vie, et que d'un coup, la propriétaire se dit « Ok, je vais les mettre à la retraite, on va le passer pieds nus », je leur dis « Oui, ça va se faire, mais ça va se faire sur 6 mois, 1 an peut-être, des fois. Mais il y aura une transition, c'est-à-dire d'abord, on va le déferrer que derrière et pas devant. Si le cheval arrive à on va dire, supporter justement le fait d'être déferré, on pourra continuer comme ça. Généralement, il faut y aller, donc plus faire de balade. Donc normalement, s'il est censé être à la retraite, il faut plus faire de balade pour justement limiter l'usure un maximum, pour que le pied puisse comprendre aussi que il y a plus de fer pour justement le protéger. Donc voilà, reprendre un peu tout ça, quoi. Combiner aussi un peu avec la nutrition pour... Bien sûr, une nutrition, les produits aussi de soins des pieds qui sont très intéressants, bien hydrater le pied pour justement garder la souplesse, suivant aussi le temps, parce qu'on a des sécheresses au niveau du pied qui peut être très cassant. Quand on a des grosses sécheresses, on se retrouve avec un pied qui est très cassant. Là, c'est très important d'hydrater. Et souvent aussi, ce qu'on ne fait pas, et c'est depuis pas si longtemps en fait que je me suis rendu compte, c'est que en gros, même l'hiver, ou justement quand c'est un peu humide, c'est intéressant d'hydrater le pied. Parce qu'en fait, ça donne une stabilité au pied. Et du coup, généralement, quand on nourrit le pied assez régulièrement, pas forcément tous les jours, mais une fois de temps en temps, on vient mettre de l'huile pour justement continuer à l'hydratation, ça garde le taux d'humidité toujours au même moment, enfin au même endroit en gros. Parce que même un pied, s'il est tout le temps dans l'humidité, si on vient lui remettre de l'huile par-dessus, déjà ça va le protéger. Et puis l'hydratant de l'huile ne va pas être aspiré le pied. Parce que quand le pied il est blindé, il en peut plus. Alors qu'un pied qui est, des fois on le voit pas forcément, un pied qui est un peu sec, on met un petit coup d'huile, l'huile elle a disparu en 5 minutes. C'est que le pied en avait besoin. Voilà. Et donc pour moi, un petit coup de temps en temps, c'est sympa. Ça dépend des propriétaires, ça dépend des chevaux aussi. Encore. Toujours. Toujours. Chaque cheval est différent. Donc, mais est-ce que tu peux nous parler des différentes techniques de ferrage et de parage? Et en fait, comment tu les choisis en fonction du chien, du cheval. Mais voilà, parce que... ouais, bien sûr. Alors, en gros, au niveau de technique de parage, alors, ça dépend pour moi si effectivement le cheval, en fait, tout dépend effectivement de l'activité du cheval. Oui. Un cheval qui est déferré, donc la propriétaire veut absolument qu'il soit déferré. Déjà, je lui dis effectivement d'ajuster le travail. Parce qu'un cheval qui est déferré ne pourra pas jamais sortir tous les jours dans les cailloux, ça ne marchera pas. Donc, même moi, au niveau du parage, je choisis, c'est-à-dire qu'un cheval qui est déferré, je vais plus facilement lui laisser déjà très peu de sol. Je laisse un peu plus de barres. En gros, les barres au niveau du pied, c'est l'arc-boutant. C'est ça qui permet au talon de revenir plus facilement. De vraiment avoir cet effet de souplesse. C'est-à-dire à l'amorti, on se retrouve avec un pied qui s'ouvre. On a un effet de glissement au niveau des talons. Donc plus d'usure aussi des talons pour ça. Et au moment justement du lever du pied, les arcs-boutants, donc la paroi, et c'est pas pour rien en fait qu'il y a les barres, c'est justement cet effet d'arc-boutant fait que le pied va revenir en place. Et si on laisse un peu plus de barres, on va dire on a un pied qui va être un peu plus solide, un peu plus fort. Généralement, je laisse, donc je touche très peu à la sole. Alors, ça dépend aussi, forcément, si j'ai un cheval qui est une pousse énorme et je me retrouve avec 2 cm de pied et que je vois qu'il y a de la sole qui part en lambeaux, j'enlève toute la sole qui part en lambeaux. À partir du moment où on est sur une sole solide, et d'ailleurs on le voit en fait quand on connaît effectivement un peu le pied, on arrive à définir si la sole, c'est quand la sole s'effrite, elle est noire, qu'il y a des traces noires dedans, et que même avec un cure-pied on arrive à faire sauter la sole, tout ça de toute façon ça devait partir. Donc on l'enlève. Déjà ça, et puis pour voir aussi sur le pied, l'évolution du pied, et voir s'il y a aussi des problèmes dessous. Parce que si on ne fait pas attention, quand on n'enlève pas, des fois on peut y avoir un problème dessous, une blême ou quelque chose, parce que c'est une surpression, parce que c'est un caillou, parce que voilà. Et si on ne fait pas ça, souvent on a des problèmes. Donc pas trop toucher à la sole, généralement quand elle est bien. Le biseau, donc biseau de la paroi à 45 degrés. Alors
du coup en face solaire, donc dessous, le pied levé, enfin le pied entre les jambes, et aussi en face pariétale. Le pariétal, faut y aller avec parcimonie. C'est-à-dire que maintenant il y a un peu un consensus là-dessus, justement sur est-ce que c'est intéressant de faire toujours un pariétal ou pas. Pour moi, non. C'est intéressant, justement, c'est au maréchal de définir si c'est intéressant ou pas. Un pied qui est très évasé, il faut le faire, le pariétal. Certes, on réduit l'épaisseur de la paroi, certes, on enlève le périope, mais par contre, on réduit l'appui en extérieur du pied. C'est-à-dire que l'appui tombe toujours droit. À partir de la couronne, les 2 cm en dessous de la couronne seront toujours dans l'alignement de la couronne, toujours. Et c'est après, en dessous des 2 cm, 3 cm, qu'on commence à avoir une déformation du pied. Que ce soit avec l'appui, que ce soit avec l'usure, que ce soit avec les cailloux, ou quoi que ce soit. Parce qu'il est en contact avec le sol. Donc, des problèmes extérieurs ou quoi que ce soit, des cailloux, enfin des choses extérieures qui viennent abîmer le pied, qui viennent faire des rayures, faire quoi que ce soit. Et du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant pour moi de bien savoir s'il faut faire un pariétal ou pas selon les pieds. Si le pied est très droit, un pied d'espagnol très droit, très haut, qui n'a aucun évasement, aucun intérêt de faire un pariétal. Juste bien arrondir le bord solaire pour justement éviter les éclats et éviter les problèmes d'arrachement, de quoi que ce soit. C'est intéressant, mais c'est sur 2 mm du pied. Donc, on va dire, là, de toute façon, tout ce qui est périople, qui est donc le vernis du pied, et qui protège le pied, que ce soit de l'humidité, que ce soit des intempéries, justement pour avoir une stabilité aussi sur le pied, on va dire, sont enlevés par justement les impacts, que ce soit des impacts du sol, que ce soit même de l'herbe des fois, des petits cailloux, des branches, tout ça font qu'il y a toute la partie sur 2-3 mm du pied, au niveau du contact du sol, tout est éclaté. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à effectivement définir si on a besoin d'un pariétal ou pas. Donc ça c'est, on va dire, pour les chevaux pieds nus. Pour un cheval ferré, c'est totalement différent. On se retrouve avec du coup un ferrage, donc une protection qu'on fournit au cheval. Donc on va avoir pas du tout la même usure. On n'a pas d'usure au niveau du pied, au niveau de la paroi, au niveau de la sole, au niveau de la fourchette. On a très peu d'usure vu que le fer prend toute l'usure. Donc là c'est à nous de faire toutes les corrections possibles. Donc c'est pour ça que c'est très important au niveau du ferrage de bien analyser l'aplomb, enfin même au niveau du parage, mais de bien analyser l'aplomb parce que c'est nous qui allons diriger en fait le membre. Parce que vu que le pied, on va dire, on n'a pas poussé pareil, un cheval qui est pieds nus, s'il a beaucoup de pression en externe, il va user plus son externe que son interne. Un cheval qui est ferré, vu qu'on va avoir une usure plus conséquente en externe, toujours pareil mais sur le fer, par contre on va avoir un pied qui est beaucoup plus haut en externe. Parce que du coup, on a une pression qui est un peu plus importante, un pied qui a poussé un peu plus important, un peu plus, donc du coup, on a plus de pression. Et du coup, ça va être, on va dire, un cheval déferré, par exemple, pieds nus, vu qu'il a usé son externe, on va pas toucher à l'externe. Un cheval qui est ferré, on va descendre de l'externe. C'est ça la différence. Vraiment, il faut bien arriver à comprendre que le parage pieds nus et le parage ferré n'est pas du tout le même. Et du coup, il faut vraiment arriver à définir lequel est le bon. Voilà. Donc... Et tu travailles avec une meule, tu travailles avec une... alors, ça dépend, oui. Alors, moi, je travaille avec, donc, classiquement sur des chevaux de selle, même des poneys, généralement à la râpe, pince, pince à parer, du coup, pour le parage. Et voilà, après, pince arrivée pour, on va dire, pour les maréchaux, on va dire classiques. Après, il y en a qui sont un peu plus puristes et qui vraiment, au niveau du rivetage, qui sont dans la tricoise et le brochoir. Moi, c'est pas mon délire. Il y en a qui préfèrent, d'autres. Enfin, ça dépend aussi des maréchaux. Donc, parage, donc c'est râpe et pince. Par contre, sur des lourds, par exemple, ou alors sur des poneys fourbus, ou quand on a vraiment un pied qui est déformé, ou beaucoup d'évasement, ou voilà, et ben j'utilise la meuleuse. Ouais. Parce que, alors, pas avec les disques à bœufs, parce qu'il y a plusieurs disques qui existent. Les disques à bœufs, c'est des disques avec des lamelles en tungstène dessus, et ça arrache, ça envoie des morceaux, ça enlève 1 cm par 1 cm, quoi. Donc là, pour le coup, au niveau de la précision, on est un peu, voilà, bon, c'est vague. Alors, moi, j'utilise des disques de parage, comme du papier à poncer, mais grain 34, peut-être le plus gros grain qu'on peut avoir, donc ça en enlève quand même une bonne partie. Et surtout, l'avantage de la meuleuse, c'est que c'est une vibration linéaire. Ça veut dire qu'en gros, quand on vient poser sur le pied, c'est pas du tout gênant. Que ça soit pour des fourbus, c'est génial pour les fourbus. Parce que le fourbu, généralement, quand on donne des coups de râpe sur un pied de fourbu, il aime pas trop.
Ouais, bah en fait, c'est ça met en pression, en fait, tout le temps, ça enlève la pression, ça met, et du coup, c'est comme si nous, on appuyait, on a un panari, on appuie, on lâche, on appuie, on lâche, on appuie, on lâche, au bout d'un moment, on va dire, ah, c'est bon, lâche-moi. Alors que si on appuie légèrement, ça nous fait mal, mais c'est une douleur linéaire, et c'est plus acceptable pour le corps que, effectivement, des coups de râpe, voilà. Donc c'est pour ça que pour les formules, moi, j'utilise pratiquement que la meuleuse maintenant, parce que justement, c'est bien plus acceptable pour eux. Donc c'est plus confortable pour nous, le cheval bouge moins, il a moins mal, il se laisse plus faire, donc on peut faire un meilleur travail. Un cheval qui bouge, forcément on peut pas faire le même travail, ou ça va être plus compliqué, ou il y a des risques qu'on se blesse, ou voilà. J'utilise donc la meuleuse pour les fourbus, et pour les poulains aussi de temps en temps. Alors ça dépend aussi, forcément pour un poulain qui vient de naître, je vais pas utiliser la meuleuse, parce que sinon je vais lui enlever le pied, il aura plus rien. Par contre un poulain qui est justement un poulain comme toi par exemple, je les habitue très tôt à la meuleuse, pour justement qu'ils soient habitués à tous ces bruits-là, désensibilisés dès le plus jeune âge. C'est comme la prise des pieds, prendre les pieds dès qu'ils sont plus jeunes, c'est mieux. Parce qu'on se retrouve avec un cheval qui est à 2-3 ans déjà habitué à avoir pris les pieds et il donne... Pourquoi tu dis contre toi? Parce qu'ils ont les sabots plus durs? Non, parce qu'ils ont beaucoup plus de pieds. Et c'est beaucoup plus gros, donc du coup, ouais, c'est beaucoup plus de cordes à enlever. Donc et puis surtout, la meuleuse, en fait, on se rend compte qu'on peut faire un travail vraiment très très propre avec une meuleuse. Alors forcément, il faut apprendre à la manier, c'est comme pour tous les outils, mais une fois bien utilisé, franchement, c'est génial, c'est rapide, efficace. Nous, on gagne du temps, du coup, personnellement. Le cheval, lui, il s'impatiente moins. Voilà, on gagne du confort, voilà, c'est génial. Pour moi, c'est un vrai plus, et tous les maréchaux devraient pouvoir essayer, en tout cas, de la meuleuse. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas, mais au moins essayer. Et voilà, chers auditeurs, c'est ainsi que se termine la première partie de notre épisode. Nous espérons que vous avez apprécié cette première moitié autant que nous avons pris plaisir à la réaliser. Mais ne vous inquiétez pas, la suite arrive très bientôt. Rendez-vous dans la deuxième partie pour encore plus de questions, de discussions passionnantes et de sujets captivants. Restez connectés et merci de nous écouter. À très très vite pour la suite. Bye bye!